Allô, allô, bonsoir, auditeurs de Ebirni et Érable. Bienvenue sur la chaîne Ivocan Relais. Cette chaîne-là qui veut relayer tous les, je veux dire, juste être relais pour la communauté ivoirienne au Canada, spécifiquement. Mais on s'ouvre aussi au monde parce qu'on ne peut pas vivre seul dans notre petite bulle. Aujourd'hui, je reçois une dame. Je ne sais pas si elle dit Dieu vous araignée, mais en tout cas, les femmes qui ont beaucoup de bras, elle est dedans. Elle est coach, elle est enseignante, elle est l'initiatrice de Connecter au succès, qui est un OBNL vraiment qui nous connecte au succès. Le nom est tellement bien choisi. Conférencière, formatrice, vice-présidente de l'association des Ivoiriens résidents de Toronto. En tout cas, c'est ça. Maman, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, on se demande à quel moment on a le temps. Tellement, tellement, tellement. Bonsoir, Tata Gigi. Bonsoir Larissa et merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation sur ma petite page qui essaye de nous montrer un peu aux gens. C'est une très belle initiative. Bravo d'avoir franchi le pas, d'avoir osé, d'avoir écouté ton cœur qui t'appelait à donner de la voix, à faire l'écho des Ivoiriens au Canada. Et bravo en tout cas pour ce que tu as déjà réalisé. Je suis convaincue que tu vas réaliser de bien plus grandes choses. En tout cas, Inch'Allah. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder plus tard? Merci Larissa. J'ai choisi aujourd'hui de faire une présentation qui n'est pas, on va dire, habituelle. Donc, je vais essayer de me présenter parce que là, déjà, tu as déjà dit plein de choses sur moi. Là, donc, je vais dire d'autres choses que peut-être les gens forcément ne savent pas. Donc, je suis fille et je suis très fière aujourd'hui, encore plus fière aujourd'hui de dire que je suis fille de la terre des Burnis. Surtout, on voit le contexte dans lequel je suis trop contente aujourd'hui. C'est dans mon élément même. Donc, je suis fière, fille de la terre des Burnis, issue d'un mélange culturel de par mes parents, descendante de la reine Ablapoku de par ma mère. Et pour moi, l'engagement, le travail, la famille, l'apprentissage, ce sont des valeurs qui sont fondamentales. On va dire que je suis passionnée de la photographie. J'aime beaucoup faire les photos. J'aime faire la cuisine. Peut-être contrairement à ce que les gens peuvent voir, j'aime bien danser. OK? Donc, Oui, la, ma- ma- la manière j'aime travailler, la manière j'aime être sérieuse, là, quand je veux danser aussi, je danse. Donc, j'aime ça. Euh, j'ai deux enfants qui m'ont été confiés par Dieu, le Créateur, que je peux dire au jour d'aujourd'hui, là, j'ai deux enfants. J'aurais pu en avoir plus s'il n'y avait pas eu des fausses couches. Mais bon, c'est la vie, c'est le parcours ça a été mon parcours. Donc là, aujourd'hui, j'accompagne deux enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 8 ans, bientôt 9 ans. Donc, vous voyez un peu l'écart qu'il y a entre les deux. Et puis, voilà un peu ce que je peux dire sur qui je suis. Je suis issue d'une famille de 10 enfants, dont je suis l'avant-dernière. et qu'est-ce qui t'a emmené au Canada? Hmm, Qu'est-ce qui m'emmène au Canada? Bon, on va dire que Question. dans la dynamique de la vie, il y a des moments où on s'interroge, où on a envie de découvrir, on a envie d'autres opportunités. Et on va dire à l'époque, cette opportunité-là s'est présentée à moi à travers un ami qui était déjà dans le processus et donc il m'en avait parlé. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé
à chercher, à regarder de ce côté. Et il y avait aussi le fait que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, j'ai failli dire, le mot qui m'est venu à l'esprit tout de suite là, en canadienne, c'était je devenais tannante là. Donc, comme tu commences, ça devenait lourd à supporter, on ne sait pas où on va, c'est pas vraiment clair là. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, ça m'emmène à m'intéresser au modèle canadien, à une société qui est assez diversifiée, une société assez dynamique. Et puis, je me dis, ça peut être une opportunité aussi, parce qu'à l'époque, j'ai juste ma fille. Donc, je me dis, ça peut être une opportunité aussi pour elle, une opportunité de développement, une opportunité de croissance. Et donc, c'est comme ça que j'entame la procédure pour venir au Canada comme une opportunité de croissance, une opportunité de changer, de créer quelque chose de nouveau. C'est comme ça. J'arrive au Canada en juin 2014. Oui, juin 2014, c'est ça. Juin 2014, donc ça fait 11 ans. Ouais, ouais. Baobab aussi, hein? Ouais, on a fait un petit bout de temps quand même au Canada. Ouais. J'arrive, je passe par le Québec. On va dire, Ouais. j'arrive au Canada en juin 2014, je descends à Sherbrooke. Et puis, coucou aux amis de Sherbrooke, je descends à Sherbrooke. Et puis, un an après, bon, en fait, quand j'arrive au Canada, le plan était déjà fait. Donc, je devais continuer à Sudbury pour faire la formation, mais j'arrive et puis c'était comme j'étais sur liste d'attente et finalement, je n'ai pas pu avoir la place à l'université. Donc, je reste à Sherbrooke et puis l'année d'après, je me retrouve à Sudbury pour commencer le programme en éducation. Et là, tu es enseignante depuis combien d'années? 2018, justement, parce que je devais, je commence la formation en éducation en 2015 et elle était supposée se terminer en 2016, oui, mais en 2015, justement, quand je commence la formation, en pleine formation, on va dire en mai 2015, je fais une fausse couche. OK, donc après la fausse couche, il y a la période où tu broies du noir et l'année d'après, je dis plusieurs mois après la fausse couche, je me retrouve à nouveau enceinte. Mais là, il faut pas prendre de risques. Donc, le médecin me dit, OK, là, on va te bloquer, on va te faire un cerclage pour pas que ce qui est arrivé avant, là, ça se passe encore. Donc là, je suis immobilisée, là, donc je peux pas continuer les cours. Donc, je suis obligée de faire une pause. Et donc, c'est après l'accouchement en janvier 2017 que je reprends les cours et que je termine la formation et que maintenant je gradue et que je peux commencer à enseigner en 2018. Donc, bébé canadien est venu mettre pause pour que tu te reposes un peu et puis après, tu sautes de plus belle. Oui, Moi, depuis que je te connais, je sais que tu es une femme qui aime transmettre. Et aussi, tu es axée sur l'humain, de la croissance de l'humain. D'où t'es venue cette passion-là de transmettre, parce que franchement, même au travers de Connecter au succès, quand il y a l'événement chaque année, c'est vraiment plus sur le développement du potentiel, le développement humain, le développement personnel, le partage de ressources et d'informations. Comment est-ce que tu as eu l'idée et c'est quoi qui a poussé vraiment dans ce partage? Ok. Je veux dire que le service aux autres, c'est quelque chose que je faisais déjà
avant d'arriver au Canada, j'ai été bénévole pendant plus d'une dizaine d'années à l'Association internationale. Bon, désolé. Les aléas du direct. Bon, on va continuer. Donc, Donc, la on question va parler suivante. de l'ACIRT. C'est Oui, quoi l'ACIRT? c'est quoi la L'ACIRT, CIRT c'est et puis l'Association ton de rôle? la communauté ivoirienne de la région de Toronto. C'est une association qui existe depuis, je pense, 2018. Les pères fondateurs sont Justin Djedje, qui était le premier président. Et après lui, il y a eu Carole Balou, qui a été présidente pendant 2 mandats. Le mandat, je pense, c'est 2 ans, renouvelable une fois. Donc, Carole a été présidente. Moi, je pense que j'ai pris Carole a été, je pense, sa présidence a commencé 2021-2022. Elle a été présidente jusqu'en 2023. Et moi, j'ai rejoint l'équipe, en fait, du bureau de l'ACIRT sous la présidence de Carole en tant que chargée des entrepreneurs de la communauté. En fait, j'étais pas, quand j'arrivais à Toronto, j'étais pas beaucoup impliquée dans la communauté, j'étais pas en première ligne comme ça là, mais vraiment Carole, quand elle a pris la présidence de la communauté, elle l'a mis à un autre niveau. On a vu vraiment une femme dynamique qui vraiment faisait des choses pour mettre sa communauté vraiment à un certain niveau. Donc, je me suis dit, je vais l'aider, je vais venir apporter ma pierre. Donc, je me suis mise en 2022-2023, j'étais responsable entrepreneuriat. Donc, essayer de promouvoir les entrepreneurs de la communauté, montrer ce qu'ils font et tout ça. Et puis, 2024, là, il y a eu les élections et puis Herman Ligue a été élu. Et donc, Herman m'a sollicité pour être la vice-présidente chargée de la communication et de l'événementiel. Voilà, donc c'est ce que je fais. Je suis vice-présidente au niveau de l'ACIRT et je m'occupe de tout ce qui est communication, événementiel et tout ça. C'est le rôle que je joue au niveau de la région de Toronto. Et en tout cas, je vais dire que vous avez mouillé le maillot quand les éléphants sont venus, parce que vu qu'ils venaient chez vous, à Toronto, en tout cas, vous avez fait ça propre pour nous donner. Bravo à la CIRT. Ah oui, c'est ça. Ouais, on ne pouvait pas avoir Bravo les à la pachydermes. CIRT. On ne pouvait pas avoir les éléphants de Côte d'Ivoire qu'on a vu. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça sur la plateforme de la fédération, tout de suite, j'ai dit, bon, les gars, ils arrivent, hein, donc ça ne peut pas passer comme ça. Donc, on a pris ça à bras le corps et puis on a réalisé ce qu'on a pu faire. Et puis, Dieu merci, ça a été vraiment un souvenir inoubliable. C'était trop beau de voir les enfants d'une même mère se retrouver à Toronto pour célébrer leur équipe nationale. Ouais. Et puis, vous avez pris tous les points. Et toi, tu as tiré les vraies photos, avec les vrais gens. Maintenant, nous, on est au loin ici. Comme maman peut venir, 1, 2, 3, souvent, tu es là, et puis ça, tu nous fais encaisser, tu fais sortir une photo. Toi, tu fais sortir une photo là. Mais c'est ça aussi, l'avantage d'être sur place et puis de les recevoir. Parce que non, c'était pas évident, hein, avec leur agenda, avec les contraintes des contrats, patati patata, mais nous, on dit non. Cela, attends, nous-mêmes, nos pachidènes, on est champions d'Afrique, ils viennent au Canada, et puis nous, non, on les a traqués même. En tout cas, c'était une très, très belle fête. Oui. La question qui suit, c'est comment tu arrives à faire tout ça? Comment tu arrives à gérer ton temps? Oui, c'est sûr que cette question, elle revient beaucoup. En fait, ce que je fais au niveau de connecter au succès ou bien au niveau de mes engagements communautaires, c'est pas c'est pas un job à temps plein. Au niveau de l'engagement communautaire ou même connecté au succès. Je suis enseignante et puis je fais mes activités entrepreneuriales sur le côté. Donc, ça demande que je m'organise. Ça demande que je planifie et que je
je structure mes choses parce que je ne peux pas faire tout en même temps. Donc, je sais au niveau de la site, on sait par exemple la fréquence des réunions, quand est-ce qu'on a des activités particulières. Donc, tout ça, je m'organise par rapport à ça. Donc, je veux dire, on ne peut pas me prendre comme ça et puis me dire, OK, on a besoin de toi de faire ça. Donc, on sait déjà quelles sont les activités qui interviennent à un certain moment de l'année, donc je planifie. Je m'organise. Il y a des choses aussi au niveau de la maison. Dieu merci, j'ai une fille qui est jeune adulte. Donc, je lui délègue certaines choses ou quand il s'agit d'activités où je ne peux pas déléguer, comme on dit là, j'ai mon sac à main, je le prends, je m'en vais à lui. Donc, c'est comme ça que je m'organise pour pouvoir faire tout ça tout en restant connecté avec les enfants. Maintenant, on va dire aussi que la vie est dynamique. Donc, ce que je pouvais faire peut-être il y a 1 à 2 ans, peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. Donc, ça va faire que je ne serai pas forcément toujours disponible pour faire certaines choses. OK? Donc, je m'adapte. Là, ma fille, à l'époque, quand je dis les 2-3 dernières années où je la mettais vraiment en contribution, là, elle était disponible. Mais là, elle a commencé, elle est à l'université, là. Bon, on va dire que c'est pas évident de la voir. Elle a son programme, elle a ses jours. Donc, je suis obligée de me gérer maintenant. Donc, ça fait que je peux réduire mon engagement, bien mon implication dans certaines choses, tout en restant disponible si on a besoin de moi pour apporter mon grain de sel, quoi. C'est ça, ouais. Et on va parler un peu de connecter au succès dont tu as mentionné. C'est quoi connecter au succès et c'est quoi qui t'a inspiré de créer cette structure? Oui, comme je disais tantôt, là, connecter au succès au départ, c'est une idée. Je dis, OK, je suis ici au Canada, je veux partir de mon expérience pour dire soit à ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui ne sont même pas encore ici ou ceux qui sont même en Afrique qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver là, je veux leur dire que c'est possible. Donc d'abord, je partage mon expérience. Et puis, chemin faisant, puisque pendant que je partage mon expérience, je vais quelque part là. Donc je me dis, je ne vais pas juste rester à partager mon expérience, il faut que je me forme. Donc, pour avoir une certaine crédibilité, pour avoir une certaine représentativité. Donc, je me forme, je participe à des programmes de formation avec la Société économique de l'Ontario, avec, on va dire, l'Académie Zéro Limite et tout ça. Et ça me donne une certaine structure. Donc, à partir de là, je dis, OK, l'orientation que je veux prendre, vu que je suis dans le domaine, et puis on va dire que le fait que je sois dans l'enseignement, ça beaucoup contribué à la façon, on va dire, la cartographie de connecter au succès telle qu'elle est maintenant. Parce que même quand je fais la formation en éducation, les programmes, je veux dire, les matières qu'on enseigne, ça m'interpelle sur le développement humain, sur les relations interpersonnelles et tout ça. Donc, ça m'interpelle. Et puis, les formations que je fais ou bien la pratique même quand je suis à l'école, comment est-ce que je vois, comment est-ce que ça se passe avec nos, on va dire les collègues ou bien avec les enfants, je me dis, OK, il y a quelque chose à faire dans nos communautés pour donner, je pourrais dire, amener cette conscience-là ou bien outiller les personnes de sorte qu'elles comprennent l'environnement dans lequel elles se trouvent, les codes, et qu'elles puissent s'en servir pour devenir de meilleures personnes. Donc, c'est comme ça que je commence à prendre l'orientation de la formation, du coaching, et à partir de tout ce que j'avais eu comme formation même et de ateliers, webinaires et tout ça, ça me donne des idées et puis je commence à implémenter ça pour ma communauté. Se connecter au succès, c'est quoi? Je me dis, ça part de l'estime de soi. Si je ne peux pas, je ne suis pas consciente du potentiel que j'ai, je ne peux pas le déployer. Si je ne sais pas qui je suis,
je ne sais pas, quelqu'un va faire que je vais être ce que lui veut que je sois. Donc, comment est-ce que j'emmène, parce que je me dis c'est le fondement, comment est-ce que j'emmène les gens de ma communauté, parce que quand je commençais même, que je parlais d'estime de soi, ce n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, comme on entend beaucoup parler d'estime de soi. Quand je commençais, les gens me disaient, oh, estime de soi, oui, ça c'est vrai, peut-être les gens vont avoir, au pays là, les gens ont vraiment besoin de ça, on n'est pas forcément conscient. Donc je me dis, ok, il faut que je fasse travailler ce travail-là sur l'estime de soi, pour que nous-mêmes là, on soit conscients de notre valeur. Parce que souvent, quand on arrive aussi, on trouve un système et puis on veut se fondre automatiquement dedans en niant qui on est. OK? Donc, ça, je voulais faire ce travail-là pour que c'est vrai, quand on arrive, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de trucs d'intégration, mais qu'on prenne ce temps-là pour se regarder et puis dire, OK, qui suis-je? Comment est-ce que dans cet environnement-là, je me détermine, je me positionne? Et puis, comment est-ce que je me projette? OK? Donc, c'est comme ça que Connecté au succès grandit. Et puis, je mets en place des programmes de formation. Je crée des, comment on appelle ça? Des sommets. Au départ, c'était les journées du leadership, les Leadership Days. Donc, j'ai fait trois éditions des Leadership Days en ligne où je recevais des leaders pour qu'ils viennent partager leurs expériences pour montrer justement que c'est possible, pour montrer que si on travaille, que si on s'entoure des bonnes personnes, si on va chercher les ressources là, on peut y arriver. Et puis, bon, chemin faisant, les Leadership Days ont pris une autre formule. En 2024, je les ai organisés avec Altimex Consulting. Là, on a pris, moi, je le volet leadership, et puis Altimex Consulting qui est plus dans la technologie, l'innovation. Donc, c'était un sommet sur la technologie, le leadership et l'innovation. Et donc, en 2024, on a fait la première édition du sommet Vision, la deuxième édition l'année dernière, et puis on se prépare pour la troisième édition en mars prochain. En tout cas, moi, pour les Leadership Days, j'ai vraiment aimé. Je sais que c'est en semaine, donc souvent je mets mon casque, j'écoute au moment où je suis en train de travailler. Et il y avait, je pense au deuxième, où Franck était là. C'est là que j'ai découvert Franck sur une autre facette. Facette, oui. Et c'était très intéressant. Et puis, j'invite les gens à participer. Franchement, on grandit. On grandit. Et comme et Viviane l'a dit, il faut connaître son identité. Et on se replace. Parce qu'il faut savoir que tu peux être cette pièce maîtresse de la machine. Pas juste, comme elle a dit, se fondre dans la machine, mais être une pièce que quand qui n'est pas imbriquée dans la machine, ça peut ne pas faire fonctionner. Parce que souvent, on nous dit, mais si toi tu tombes, on va prendre quelqu'un d'autre. Oui, mais est-ce que quand ils vont prendre quelqu'un d'autre là, ça c'est un fait qui est indéniable. Mais est-ce que quand ils vont prendre quelqu'un d'autre, au jour 1, la personne va livrer la marchandise que tu livres? Non. Donc, quand tu commences à prendre conscience de ta valeur, de ton potentiel, ça change la façon de te voir toi-même et ça va impacter, si on veut dire, le tout. Quelles sont aujourd'hui les principales activités ou programmes de Connecté au succès, à part le sommet Vision? À part le sommet Vision, il y a des masterclass ou des ateliers qu'on organise, ou on a même des programmes de formation que les gens peuvent aller regarder sur le site web, dépendamment des besoins. Donc, il peut y avoir des programmes qu'on peut faire en 3 mois, comme il peut y avoir des programmes qui peuvent se faire sur une plus longue période. Donc, c'est des programmes qui sont axés autour du leadership, de l'estime de soi, de la communication, en fait, toutes ces notions, en fait, le renforcement de capacité. Donc, ce sont des programmes de formation. Et à travers ces programmes de formation aussi, ça peut déboucher
sur des accompagnements un à un ou des accompagnements de groupe. Ok, donc voilà un peu ce que, au niveau de Connecter au succès, nous avons comme programme, comme outils. Quand souvent tu parles de développement personnel, tu crées un lien avec l'impact communautaire. Dans tes mots, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'une transformation individuelle peut être communautaire? J'ai envie de poser la question, à quoi ça sert la croissance si ça n'impacte pas, ça n'a pas d'effet sur la société? Donc, pour moi, le développement personnel, la croissance personnelle, quand je grandis, parce que d'abord, je suis un être social. Je vis pas en vase clos. Je vis pas moi-même, je vis pas seul. Donc, si je me développe, si je j'acquiers des compétences, je grandis, ça ne sert pas à grand-chose si c'est seulement pour moi. Il faut que cette nouvelle personne que je devienne, là, que je puisse contaminer d'autres personnes dans la communauté pour que le rayonnement soit plus grand. On a des expériences diverses, on a des connaissances diverses, on a des intelligences diverses. Mais si on ne ça, genre, on ne capitalise pas ça pour le développement ou bien le rayonnement de la communauté, ça sert à quoi? On ne peut pas, comme l'autre dit, Raoul Foloro, nul ne peut être heureux tout seul. Donc, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas, je peux pas me développer et puis je regarde de l'autre côté, je peux aider quelqu'un à se développer et puis je le regarde. Parce que la finalité, c'est quoi? Est-ce que mon développement, là, ça favorise le bien-être ou bien le rayonnement de la communauté? Sinon, je ne suis pas forcément épanouie. Je ne suis pas je n'ai pas atteint, je suis pas arrivée quelque part, comme on dit chez nous, parce que je pense qu'il y a plus de joie, plus de bonheur à voir que ce que je sais a contribué à aider l'autre à se découvrir ou à devenir meilleur. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. On est des êtres sociaux. Je ne peux pas me développer et puis le garder pour moi. Il faut que mon développement là, participe au rayonnement de la communauté. Il faut que ça fasse grandir la communauté. Il faut que ça permette à la communauté d'avancer, d'aller de là-haut. Non, tu n'es pas du genre, moi je suis ivoirien, je suis venu au Canada, voir ta fête d'ivoirien avec moi. Il n'y a pas quelques jours, je parlais avec quelqu'un, puis la personne se rend compte maintenant que elle parlait d'une autre population là, mais elle a non, leur affaire de communauté, quoi. Tiens, tu les vois partout, ils parlent leur langue, même ils sont ceci, ça. Il dit, ça commence à venir. Et je suis contente que ça commence à venir. Parce que le discours qu'on vient d'arriver, ou bien qu'on se prépare à venir pour dire, OK, moi je m'en vais là-bas, là, c'est pas les histoires de l'association. Non, moi je ne viens pas créer Abidjan au Canada. Non, voilà. Bon, il ne faut pas venir créer Abidjan au Canada. Et puis quand tu vas avoir problème, là, c'est, je ne sais pas quoi, un Caucasien qui va t'aider, ou bien qui va dire, il ne comprend même pas ce que tu as. Or, s'il y a un souci là, que tu as connecté avec quelqu'un qui est ici, qui te ressemble, qui est ici depuis longtemps, lui, il peut te dire, OK, ça là, voilà comment je pense que tu peux faire. C'est tout. Donc, ce que tu viens de dire là, ça suscite quelque chose, un petit témoignage. On a un frère ivoirien, demandeur d'asile, que son avocat est pas ivoirien. Et il est allé à son audience et puis ça n'a pas bien fonctionné. Donc, il peut faire appel et son avocat qui lui dit, je te conseillerais de chercher un avocat de ta communauté. Il va peut-être mieux comprendre, tu vois, pouvoir mieux te défendre.
Et quand ils sont venus me dire, parce qu'ils cherchaient un avocat de la communauté, j'ai dit, mais ils devaient te dire ça au début. Mais, bon, vous êtes partis, on m'a dit chez nous, ça a tapé pour tout. Et maintenant, on vient te donner un conseil d'aller chez toi, de chercher quelqu'un qui est chez toi, parce que peut-être que la personne comprend. Et ça revient encore souvent nos soucis de testament ou autre. C'est pas mauvais de le faire avec d'autres personnes, mais souvent, d'où on vient là, la réalité est différente. Quand souvent on dit aux gens, oui, quand souvent on dit aux gens, essayez de regarder dans la communauté, si on a des professionnels, ils vont te dire non, mais nous, on est trop cher, on se truc, on fait pas bien. Mais c'est parce que souvent, quand vous parlez, la personne comprend. Il comprend, c'est-à-dire, il comprend le premier sens et le deuxième, parce que souvent même, là, on parle, mais c'est multisens. Oui. Quand tu as parlé, par exemple, comme tu dis à un Caucasien, par exemple, qui a peut-être aucune culture de chez nous, lui, il entend ce que tu as dit et ça s'arrête là. Oui. Mais si tu as parlé avec quelqu'un peut-être de chez nous, un possédé de chez nous, quand il entend souvent, quand ils vont t'expliquer, parce que le cas du frère, par exemple, quand il a commencé à m'expliquer, moi, mais il a terminé l'explication. Et puis le gars me demande, quelqu'un d'autre a déjà appelé. Je dis non. Problème pour lequel il fait la demande d'asile. Moi, j'ai déjà vécu ça au pays là-bas avec d'autres, donc je sais ce qui se passe, je sais pourquoi. Et je sais pourquoi il fait la demande d'asile. Mais le problème, c'est que l'autre n'a pas pu bien, je sais pas si le rendre, le cerner, voilà, c'est ça. Il faut le cerner pour pouvoir le rendre. C'est ça. Et c'est là que ça devient difficile. Donc, tu as totalement raison. Tu as vraiment raison. Souvent, c'est pas, on va dire, c'est pas de symphonisme quand on dit de venir vers des... Il faut ouvrir les yeux même et puis regarder la société où on est là. Ça fonctionne pas réseau, ça fonctionne réseau. Par communauté. Tu vas voir que hier même, j'étais dans une session, un webinaire là, et puis on parlait un peu de la diaspora. Et puis on parlait de la diaspora indienne. Là moi où j'habite à Toronto, là, il y a un espace là, c'est pour eux, les Indiens là, ils sont là. Comment ils ont fait? Mais ils n'ont pas, c'est pas une seule personne qui a fait, c'est une communauté. Il y a la zone des Asiatiques, il y a la zone des Portugais, il y a la zone... Donc, c'est par communauté. Si tu ne fonctionnes pas, et puis quand tu t'en vas, même il y a des espaces où quand tu vas, il y a des domaines là où quand tu vas là, on te dit ici là c'est les Filipinos, ici là c'est les Portugais, c'est les Italiens. Donc, si on ne s'organise pas en communauté, on va continuer de ramer. Et puis les mêmes choses vont se répéter, les mêmes problèmes, les gens vont venir, ça va être le même cycle. Donc, c'est mieux, on va comprendre l'importance de la communauté. Maintenant, communauté aussi, ça ne veut pas dire juste aller se mettre là-bas pour faire les Congossas ou bien pour aller... Non, il faut qu'on passe à un autre niveau. Quand on est né ici, là, qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on veut se positionner? OK? Parce on a du potentiel, mais il faut savoir faire la part des choses entre amusement et puis quand on veut bien faire les choses, là qu'on le fasse. Il faut bien faire les choses. Dans ton déroulement, dans tes formations et tout, tu accompagnes beaucoup les femmes et vraiment, je vais dire que cette année, ça a été pour toi, ta niche, c'était plus les jeunes. J'étais beaucoup vue dans les masterclass de jeunes. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent souvent les femmes et les jeunes et quelles clés que tu leur donnes pour retrouver confiance et avancer dans cette vie? Merci pour cette question que j'aime beaucoup parce que quand je commençais, je pense à un moment donné, j'avais l'idée, je me disais, et si je faisais un truc pour les femmes? Après, il dit, je ne veux pas faire un truc de femme, je ne veux pas faire un truc spécifique, je veux faire un truc général. Et puis, bof, commencer.
Mais ça s'est imposé à moi parce que je regardais les contrats ou les choses qui venaient vers moi, ça concernait soit des femmes, soit des jeunes. Les femmes, je veux dire, les toutes premières formations que j'ai commencé à donner, c'était sur des femmes immigrantes francophones qui avaient expérimenté, qui étaient survivantes de violences, toutes sortes de violences, mais qui voulaient se réinsérer dans le tissu professionnel. Okay? Donc, j'ai accompagné et j'ai vu comment ces femmes-là, après ces sessions de formation, ont été transformées des femmes qui ne croyaient pas en elles, qui étaient déconnectées un peu de la vie, parce que quand tu passes par un certain nombre de défis, de violences et tout ça, quand tu ressors de là, et puis gérer avec ça les enfants, ce n'est pas toujours évident. Donc, accompagner ces femmes-là, ça a permis à ces femmes-là de revoir comment est-ce que elles peuvent croire en elles, elles comptent, elles peuvent faire quelque chose dans cette société. Donc, l'un des défis, c'est la déconnexion, les difficultés à trouver leur voix, on va dire VOIE, parce qu'en général, on est dans une société, on va dire, paternaliste, là, qui met plus en avant le sexe qu'on dit fort. Et puis, et donc, les femmes, elles sont un peu comme dans leur coin, elles attendent qu'on leur donne la permission. Elles attendent qu'on les autorise. Donc, il y a ce truc-là, elles attendent de pouvoir, peut-être on va leur donner la place et puis elles vont parler. Donc, oh ça là, on ne va pas te donner place, faut prendre. Ou bien, comprendre même l'environnement dans lequel elle ou il se développe. Les jeunes, c'est surtout les questions de, on va dire, de conflits générationnels ou bien, oui, de conflits générationnels, de communication, par exemple, pour les jeunes, que ce soit ici, parce qu'on va dire aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté. Donc, que les jeunes soient ici ou bien au pays, ils sont connectés à Internet. Ils sont connectés aux réseaux sociaux et tout ça. Donc, on va pas dire que non, ce qui se passe ici, là, c'est pas la même chose qui se passe là-bas. Ils vivent pratiquement les mêmes choses. Donc, il y a des problèmes de communication. On est dans un schéma, nous, les parents, on est dans un schéma qui n'est pas le schéma qui est le leur aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on navigue dans ça là? Aujourd'hui, ils sont exposés, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais les expositions, les suggestions que ces enfants-là ont aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on avait quand on avait leur âge. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas toutes ces suggestions qu'ils voient de façon précoce. Donc, comment est-ce qu'ils naviguent dans tout ça là pour trouver leur voie? Il y a le problème aussi du changement d'environnement. Pour ceux, par exemple, qui sont au Canada, c'est pas toujours facile de s'intégrer, que ce soit à l'école ou bien même dans la société en général. Comment est-ce qu'ils communiquent ça avec leurs parents? Mais comment est-ce que les parents prennent le temps pour être présents pour ces jeunes-là, pour leur donner un espace pour parler, un espace pour partager, un espace pour essayer des choses. Donc, c'est ce que, à travers les espaces que j'ai créés là, il y a les rendez-vous de la relève, on est à la 5e année maintenant, où on se retrouve avec les jeunes chaque 2 samedis dans le mois et sur des thématiques qu'ils veulent, qu'ils choisissent ou qu'ils proposent. Ils échangent ou on fait des activités. Donc, parce que je me dis, c'est une responsabilité. Nous, on est là parce que d'autres nous ont transmis des choses. On est là parce que d'autres avant nous ont pavé le chemin. Qu'est-ce que nous on fait pour que ces jeunes-là soient de meilleures personnes demain? Moi, je le prends comme une responsabilité. Donc, c'est un peu ça comment j'aide les jeunes et les femmes là. Je leur rappelle chaque fois qu'ils ont de la valeur. Je leur rappelle qu'ils sont importants. Je leur rappelle que leur voix compte. Je leur rappelle qu'il faut qu'ils
travaille, mais le meilleur travail qu'il puisse faire, c'est le travail sur soi-même. Se connaître ses valeurs. Et puis après, quand tu as fait ce travail sur toi, là, tu maintenant regardes, OK, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, mais comment je fais pour y arriver? Comment je m'entoure? Quelles sont les ressources que j'ai besoin? Quelles sont les ressources dont je dispose dès maintenant, là, à côté de moi? Et puis maintenant, quelles sont les ressources humaines, matérielles, financières que je peux aller chercher? Et comment est-ce que je me fais fort? Parce que ce n'est pas évident, ce que je leur dis toujours. Je leur dis, ça ne va pas être facile, hein? Ça ne va pas être genre lisse. Genre, je vais faire ça et puis je me lève et puis je fais, puis j'ai réussi. Non, il va y avoir des obstacles. Mettez-vous ça dans la tête. Connecté au succès, ça ne veut pas dire que le succès, là, ça vient comme ça. Il va y avoir des obstacles. Apprêtez-vous même pour les obstacles parce que c'est les obstacles qui vont donner de la saveur à la réussite. OK? Donc, travaillez sur vous-même et puis prenez le temps de vous entourer de personnes et n'hésitez même pas à demander, à partager, à demander aux gens à demander de l'aide. Ce sont les obstacles. Hey, cette femme-là est rentrée dans une terre fertile. Ce sont les obstacles qui vont donner de la saveur à la réussite. Et ça, c'est mon mantra, ça. Depuis que je te connais, Ouais. je ne sais pas si je veux dire, si je veux te définir aussi, c'est fierté ivoirienne. Tu es très fière de tes origines. Ah, ça. Et même quand on a eu le petit bug de passage là, tu es sorti avec un peu la traîne, si je veux dire, la traîne de fierté ivoirienne. Ouais. Pourquoi, pour toi, il est si important de demeurer fière ivoirienne et de faire un lien entre ta culture, ton identité et ton nouveau chez toi? Ouais. Je suis ce que je suis. Donc, je ne suis pas quelqu'un, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je suis d'abord, j'ai dit, je n'ai pas choisi, hein. Je suis née là-bas, on dit je suis née en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas changer. OK? Même si aujourd'hui, je pensais à leur affaire où on parle de députés, on parle de sénateurs, on parle de... Même ils ont dit les choses, maintenant ils cherchent des solutions. Allez, revenez, ne revenez pas, on ne sait plus. Mais je dis, je suis ivoirienne, je ne peux pas le changer. OK? Je suis pas, en fait, pour moi, là, ma culture, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait mon... Regarde aujourd'hui, regarde l'actualité. Costume national, Miss Univers. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a porté costume du pays de quelqu'un d'autre? Ils ont porté leur costume, c'est qu'ils font leur identité et puis ils sont fiers de ça. Donc, il faut qu'on apprenne à s'accepter. Je suis ivoirienne. Je suis au Canada, certes, mais je suis venue de quelque part. Tous ceux qui sont ici, Canada, terre de diversité, on est tous venus de quelque part. Même si aujourd'hui, il y en a qui sont là, ils se disent plus canadiens que d'autres, on est tous venus de quelque part. Si on fouille, on va bien trouver. Donc, je suis d'abord ivoirienne et ça, je le revendique. Je n'ai pas honte de mon ivoirité. Je suis ivoirienne. Maintenant, je vis au Canada. Le Canada, la société canadienne a ses, on va dire, ses attraits, on va dire, ses particularités et tout ça. Je m'adapte, mais je ne nie pas qui je suis. Donc, je prends ce que la société canadienne me donne, mais ça n'efface pas qui je suis. Au contraire, je pense que la société canadienne serait heureuse de savoir mieux, de s'enrichir de ma culture.
Parce que, il faut le dire, quand on vient pour beaucoup, il y en a qui vont dans des régions où il y a des gens, par exemple, à l'époque, qui ne nous connaissaient pas. Donc, la réaction normale de ces gens-là, c'est la méfiance. Mais si mais c'est aussi une des réactions de ces gens-là, c'est qu'ils sont très curieux. Ils vont poser des questions. Donc, si je m'habille, je donne une anecdote. L'année dernière, en fin d'année, je reçois une lettre d'une de mes élèves qui gradue. Et dans son courrier, en plus de l'enseignement, elle me dit, madame, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Mais elle me dit, madame, la façon dont vous portiez vraiment chaleureusement, joyeusement vos vêtements de chez vous, moi, ça m'a permis de renforcer mon lien à ma culture vietnamienne. Parce que vous portiez vos couleurs, vous étiez fiers de qui vous étiez chaque fois. Quand vous posez des questions, vous donnez des réponses et tout ça. Moi, ça m'a vraiment inspiré par rapport à mon attachement à ma culture vietnamienne. Ça m'a touché. Parce qu'on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui ça aurait été quoi si ces élèves-là, ils me voient, ils savent que je suis africaine. Quelquefois, mais ils te posent des questions. Et tu dis que tu viens de tel pays d'Afrique, et puis bon, on ne voit jamais rien de ta culture. Non, au contraire, j'utilise là d'où je viens, là, pour, on va dire, éduquer où je suis. Pour les instruire, pour leur montrer que je viens de quelque part. Voilà, Olivier aujourd'hui. Je viens de quelque part. Je suis une reine. Quand je porte mon chapeau et mes poids parler la langue, je dis oui, je suis d'ascendance reine. C'est ça même. Donc, moi, mon identité, là, je ne la négocie pas. Ça dit, tu me prends avec, et puis on s'en va. Et ça, je mets un point d'honneur là-dessus, parce que je me dis, comme on en parlait tantôt, là, c'est cette approche culturellement adaptée, là, qui va permettre de rejoindre les gens et pouvoir répondre à leurs besoins, répondre aux défis qui sont les leurs par rapport à la culture. Parce que si tu restes juste à la loi dit ça ou bien la procédure c'est comme ça n'a pas le même effet que quand c'est culturellement adapté. Donc, je me dis, mon approche, elle allie mon identité culturelle. Bonsoir, maman BND qui nous salue dans les commentaires. C'était tellement intéressant de t'écouter. Si tu dois prodiguer un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires, mais qui n'ose pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? OK. Qu'est-ce qu'il craint? C'est quoi sa plus grosse... Normalement, la plus grosse crainte, souvent, c'est que ça ne fonctionne pas. La peur de l'échec. Mais tu échoues déjà, tu ne le sais pas. Il n'y a aucune œuvre humaine qu'on voit aujourd'hui, peut-être qu'elle est grande là, qui s'est passée sans échec au début. C'est essai-erreur. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas échouer. Donc, commence. Mais comme je disais tantôt par rapport aux femmes et aux jeunes, là, avant de te lancer, le plus important, c'est le travail sur toi-même. Parce que tu es ta principale ressource. OK? Donc, par rapport à l'idée que tu as, il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller. Est-ce que tu es capable d'y aller? Il ne faut pas le faire parce que les autres le font. Il faut le faire parce que tu es convaincu que tu vas le commencer. Même s'il y a des défis, tu vas faire pause, mais la pause ne va pas trop durer, puis tu vas continuer. Parce que si tu veux juste copier les autres, rien ne te dit que tu as les mêmes ressources, tu as la même endurance que pour y aller.
Si c'est échec là, il faut oublier ça parce que échec là, c'est parce qu'on échoue qu'on ajuste, qu'on adapte. Donc, travaille sur toi et puis, dépendamment du secteur dans lequel tu veux t'orienter, fais tes devoirs, fais tes recherches. Genre, va chercher. Ou bien, peut-être, aujourd'hui, il y a Internet, il y a l'intelligence artificielle, mais en tout cas, cherche des éléments qui vont te permettre d'avoir suffisamment de données, de cas, de figures. Et puis maintenant, en fonction de ça, toi, tu peux dire, OK, je m'oriente comme ça ou pas. Mais ne te lance pas pour te lancer. C'est vrai, souvent on dit, OK, vas-y, même imparfaitement. Mais je pense que c'est important de travailler d'abord sur soi et puis de regarder ce qui existe déjà. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que moi je veux apporter de plus que ça? Quelle est la saveur? Qu'est-ce que je veux apporter de particulier qui va pas être la même chose que ce qui est passé? Si c'est la même chose, qu'est-ce qui va faire que X ou Y va laisser l'autre pour venir chez moi? Donc, c'est la touche particulière que tu vas apporter. Donc, à toi maintenant de regarder ta touche particulière là que tu vas apporter. Comment est-ce que tu veux le faire? Et puis, est-ce que l'idée que tu as, que ne l'a pas déjà eu, ne l'a pas déjà expérimenté, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, quel peut être le scénario, comme disait Franck une fois, quel est le pire scénario qui peut arriver? Vois le scénario catastrophe et puis rebâtir à partir du scénario catastrophe. Mais voilà ce que je peux dire à quelqu'un. C'est déjà, si le créateur, Dieu t'a donné cette idée-là, ça veut dire que tu peux le faire. Mais maintenant, est-ce que toi-même tu es conscient de ton pouvoir, que tu peux le faire? Parce que souvent, on a des idées, mais nous-mêmes, on ne sait pas si on peut faire ou on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas bien préparé et tout ça. Donc, travaille sur toi-même. Questionne-toi pour savoir, est-ce que je suis prêt à y aller? Est-ce que je suis vraiment prête à y aller jusqu'à la gare? Parce que ça va chauffer. Bonsoir, maman de la case lévisienne. Bienvenue parmi nous. Une autre question. Pour toi, quelle est la clé pour réussir en tant qu'immigrant au Canada, tout en restant fidèle à ses racines? La clé pour réussir en tant qu'immigrant, première chose, c'est la curiosité. Il ne faut pas, genre, rester dans ta zone de confort, regarder les choses et puis, bon, tu ne poses pas. Déjà, quand tu arrives ici, là, si tu remarques bien, partout où tu vas, vers la fin, on te demande si c'était une question. Et nous, on ne vient pas d'un système où on questionne. Donc, il faut commencer à te préparer, à préparer tes questions. Donc, curiosité. Il faut poser des questions. Parce que si tu ne poses pas des questions et que tu restes à la superficie, là, ça ne veut pas forcément dire ce que ça veut dire. Là. Donc, il faut questionner pour qu'on te donne une réponse qui va t'aider à mieux comprendre. Parce que, comme on a pu le remarquer, il y a tu peux regarder quelque chose, ça peut vouloir dire va pas là-bas alors que ça veut dire va là-bas. Donc, il faut questionner. Deuxième chose, il faut agir. Il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut, c'est-à-dire, même si tu demandes à quelqu'un, toi-même fais tes propres investigations. Toi-même va à la recherche des choses. Pose des actes concrets. Troisième chose, c'est l'adaptation. Parce que tu parles de sans nier tes racines. Donc, il ne faut pas forcément te fondre dedans, mais il faut adapter. Il faut t'adapter par rapport à ce qui te fait toi. OK? Il y a peut-être des valeurs qui ne vont pas avec toi, tes valeurs, mais voir ce que tu peux prendre dans la société d'accueil et l'adapter pour devenir meilleur. Et puis, il faut proposer. Il faut proposer des choses, donc innover, créer. Et je pense que c'est quelque chose que cette société encourage. L'innovation, la créativité.
Donc, il faut être force de proposition. Il faut regarder l'environnement, comment il est, et puis proposer, produire des choses qui vont permettre à la société de te découvrir et puis de vouloir aller plus loin. Moi, c'est ce que je pense. Pour réussir ici, il faut être curieux. Il ne faut pas juste rester là et puis écouter les gens. Il faut parler, il faut poser des questions. Il faut passer à l'action. Il faut s'adapter et puis il faut proposer, il faut produire des choses. Oui. On est en train de tranquillement pas vite finir notre émission. Quels sont les projets de Connecter au succès pour les mois à venir ou les années à venir? Ok. En termes de mois, on va dire là, comme j'ai dit, on prépare le sommet Vision en mars 2026 à Toronto. D'autres projets qu'on a, c'est essayer d'élargir l'espace de couverture de Connecter au succès. Comme, on fait beaucoup de choses. Je suis basée à Toronto. On fait beaucoup de choses en ligne, mais je veux connecter, par exemple, dans différentes provinces avec des organisations, des associations, des entreprises qui peuvent nous aider à avoir plus d'impact au niveau des jeunes, au niveau des femmes, de nos communautés. Donc, c'est avoir beaucoup plus de connexions interculturelles. Ça, c'est ce que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Et puis peut-être à l'horizon, peut-être 2030, peut-être si on a la possibilité, soit d'avoir une plateforme en ligne avec les formations, les ateliers ou qui puissent aider les femmes et les jeunes à renforcer leur capacité à devenir meilleures. Et comment collaborer ou soutenir ou investir dans Connecter au succès? Au succès, ben, déjà en nous suivant sur nos différentes plateformes et en se faisant le relais de ce que nous publions. Si vraiment on y voit de la valeur, on y voit que ça peut impacter, ça peut changer, ça peut changer la perspective ou la perception d'une personne, c'est déjà ça, c'est de parler de Connecter au succès ou des initiatives que nous des choses que nous initions là, d'en parler. Et puis, ben, nous, on est ouvert à des partenariats, à la collaboration avec des entreprises ou des organisations. Oui, donc là, moi, je travaille par exemple avec Altimex. Je veux dire, une chose qu'on n'a pas dit, plus de l'ACIRT, j'ai été à la base avec d'autres femmes, la création d'une OBNL, parce que Connecter au succès, c'est plus privé, c'est une entreprise de coaching et de formation, mais avec d'autres femmes, on a ensemble mis en place une OBNL qu'on appelait Vital Vision, pour la vitalité de nos communautés. Donc, on met plus l'emphase sur le développement professionnel et personnel, et nous nous appuyons sur 3 piliers: le leadership, l'innovation et puis l'éducation inclusive. Donc, éducation inclusive et bien-être. Donc, je veux dire, on est ouvert à d'autres collaborations, à d'autres partenariats pour continuer de travailler sur le leadership au sein de nos communautés, mais en passant d'abord par la compréhension de notre niveau d'estime de soi, de nous-mêmes. On va parler un peu de l'acide. Pour un nouveau Ivoirien qui vient à Toronto, d'abord, est-ce que l'acide couvre juste Toronto, la ville de Toronto? Non, l'acide, comme ça le dit, la région de Toronto. Donc, on dit la grande région de Toronto. Donc, tu as la ville de Toronto, tu as Mississauga, tu as Brampton, tu as London, voilà, l'acide couvre toute la grande région
de Toronto. Et quelqu'un qui arrive, bon, on a organisé, là, on a une plateforme, on a un site web, on a une plateforme WhatsApp, on a plusieurs plateformes WhatsApp, il y a le volet jeunesse, il y a le volet éducation, on a plusieurs plateformes. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver, s'il est connecté à un membre de la communauté, comme il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'avait appelé, non, il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui veut rentrer sur la plateforme ou bien qui veut rentrer en contact avec la communauté. Donc, on a une plateforme aussi pour les nouveaux arrivants. Donc, on les connecte et puis il y a le vice-président Jean-Luc Amoakon qui est chargé des nouveaux arrivants qui prend le relais pour les accompagner, pour faire le suivi avec eux, pour les aider. Au moment où on est en train de parler, je suis allée sur... Comme on parle de l'ACID, je voulais mentionner, justement, on travaille actuellement sur le gala annuel de l'ACID qui a pour thème cette année uni la richesse de nos cultures. Donc, ce sera le 20 décembre à Toronto. Et on y travaille actuellement fortement. Là, voilà. On attend. L'année dernière, au gala, on avait plus de 300 personnes. Cette année, on s'attend à un peu plus, ouais, voire 500. Assez trop. Est-ce qu'il y a une question que tu attendais qui n'est pas venue? Non. Non, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, oui. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on va répondu? Non, tu as tout répondu. Et tu as tellement bien répondu. Là, on est au terme de notre échange. Ce que j'aime demander à mes invités, c'est de laisser un message. Un message aux Ivoiriens en particulier, aux immigrants en général et à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Donc, je te laisse le crachat pour notre message. Merci beaucoup, Larissa, pour ce bel échange, ce beau moment. À la fin de cet échange, je voudrais dire à mes frères et sœurs de la communauté ivoirienne, nous sommes une force. Nous sommes une force si et seulement nous sommes unis parce que nous sommes les maillons d'une même chaîne. Et je voulais même féliciter les créateurs de la plateforme Ivoirienne du Canada parce que ce n'est pas donné d'avoir une plateforme avec autant de monde. Mais si les gens ont adhéré, ça veut dire qu'il y a ce besoin-là de connexion, ce besoin de se retrouver. Et donc, capitalisons sur ça. Nous sommes Ivoiriens d'abord. Il n'y a aucune communauté où il n'y a pas de défi, où il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est ce que nous voulons faire. C'est comment nous voulons nous positionner en tant que représentants de la nation ivoire dans ce pays. Donc, qu'il y ait des problèmes, des hauts, des bas, des quoi là, mais recentrons-nous sur l'essentiel. Comment est-ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit vue au Canada? Unissons-nous là-dessus et travaillons parce que nous avons du potentiel. Comme je disais hier, on parlait de bâtir des ponts entre le Canada et l'Afrique. Et comment est-ce que la diaspora se positionne? L'ancien secrétaire général de l'OIF, Jean Leroy, qui présentait cet atelier-là, disait il y a la diaspora de la parole et puis il y a la diaspora de l'action. Donc, il faut regarder les diasporas indiennes, les diasporas chinoises, comment est-ce qu'elles ont fait pour se positionner dans leur pays. Donc, la balle est dans notre camp. Mais l'essentiel, c'est de toujours nous rappeler que nous sommes les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire ici. Pour la communauté africaine, on est des enfants, on est des filles du continent berceau de l'humanité. C'est vrai, notre histoire n'a pas été facile. Mais c'est parce que cette histoire-là n'a pas été facile que
nous pouvons réaliser de grandes choses si nous savons nous mettre ensemble. Il n'y a pas plus fort que ceux qui savent s'unir pour faire rayonner leur mer, faire rayonner leur continent. Donc, que ce soit nous-mêmes Africains, on doit se donner la main. Mais on ne doit pas être dans une logique de repousser. S'il y en a qui viennent vers nous, qu'on les accueille, même s'ils ne sont pas africains. Parce que ce n'est pas seulement les Africains qui aiment l'Afrique. Il y en a d'autres qui ont eu la chance de connaître l'Afrique et donc qui sont amoureux de l'Afrique. Et puis, on va dire aujourd'hui, là même là, on est tous interconnectés. Donc, unissons-nous et puis, la même chose, qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Il ne faut pas qu'on reste toujours le maillon faible. C'est vrai que dans la configuration actuelle du monde, on nous invisibilise ou on n'est pas forcément vu là. Mais ça, en fait, c'est le rapport de force. Et oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis là? On a perdu juste un bout, mais là, tu es revenu. OK. Donc, le temps est... C'était sur le rapport de force. C'est le rapport de force, mais je dis, les choses bougent. Si on regarde bien, ceux qui ont les yeux bien ouverts pour voir, là, ils voient que le rapport est en train de changer, ça bascule à notre avantage. Sachons être là, aguerris, là, genre, prêts à bondir sur les opportunités, mais dans l'intérêt de l'Afrique. OK? Voilà ce que je voulais dire. Merci encore, Larissa, pour ce moment très intéressant. Oui, merci à toi. Et comme j'ai dit, notre mantra de cette semaine-là, ce sont nos obstacles qui vont donner de la saveur à nos réussites. Donc, sur ce, bonne soirée chez vous. Merci encore, Tata Vivi, d'être passée ici. Je sais qu'on va se revoir, on va refaire un direct. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Désolé pour tous ces petits empêchements techniques. Un jour, on va devenir gros et puis on va pas avoir tous ces petits trous. Donc, sur ce, portons-nous bien. Bonne soirée chez vous. Bisous. Bye bye. Bye.